Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Merci beaucoup pour ce point sur l'information de ce 20 janvier. Mettez-vous d'accord, vous le savez, sur Sud Radio, avec nous et avec vous au 0826 300 300, mais également sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à réagir. Vous nous appelez au 0826 300 300. Nos débatteurs du jour que l'on salue immédiatement. Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Christine. Avocat, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique à l'Artilleur. Également membre de la rédaction de Front Populaire. Clément Tougeron, bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Clément, analyste politique, communicant au sein du cabinet Tilder. Ergun Toparslan, bonjour Ergun. Bonjour Christine. Vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Et puis Jérôme Ripoul, bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Directeur associé de l'agence Comme Influence et coprésident d'Opinion Vallée. Alors avec vous quatre, on va revenir dans un instant sur l'affaire Palmade, les suites et les conséquences en tous les cas de l'affaire Palmade avec le ministre de l'Intérieur ce week-end qui veut absolument sévir pour les conducteurs pris avec des stupéfiants et une conduite sous stupéfiants et donc retirer carrément le permis de conduire. Est-ce que c'est une vraie bonne solution pour lutter contre ce fléau de la violence routière? Aurélien Pardet, puisqu'on avait ce matin effectivement le vice-président délégué François-Xavier Bellamy, l'invité de Patrick Roger dans la matinale avec le retour donc de cette affaire, cette scission qui s'est produite chez les LR. Aurélien Pradier démis de ses fonctions par Éric Ciotti. Comment ça se fait? Est-ce qu'on est au sein d'une crise logique de la droite classique, comme on dit, ou pas du tout? Est-ce que finalement cette réforme des retraites fait imploser à gauche comme à droite les différents partis politiques? Et puis ces 15 jours de débat qu'on a vécu tous ensemble à l'Assemblée nationale autour de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez avec Jean-Luc Mélenchon qui agace copieusement Monsieur Martinez, le patron de la CGT? Est-ce que la NUPES qui continue de se déchirer, est-ce que ça peut continuer comme cela? On verra maintenant que le texte part au Sénat dans une petite semaine. Mais on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Et alors je vais me tourner vers vous Ergun, puisque aujourd'hui on continue de regarder avec tristesse ce qui se passe en Turquie et à la frontière syrienne. Tout à fait. Donc, je me suis rendu sur place la semaine dernière à la suite des 2 tremblements de terre qui ont lieu, dont l'épicentre était près de la ville de Maraş-Elbistan, qui est la ville originaire de mes parents. Effectivement, on a pu constater sur place des dégâts immenses, des villes complètes rasées, donc plus de 13 millions de Turcs qui ont été touchés par ces tremblements de terre. Et on a pu constater également une énorme solidarité locale de la population et internationale. Et la France qui a réagi très rapidement avec la mise à disposition de 2 hôpitaux, dont un avec 2 blocs opératoires qui peut accueillir plus de 100 personnes, des centaines de pompiers volontaires et des ONG qui étaient sur place également. Mais vu l'étendue des dégâts, évidemment, c'est minime, mais ça a réchauffé le cœur de voir que notre pays a su répondre présent. Donc c'est un séisme qui aujourd'hui compte 45 000 morts uniquement du côté turc. C'est beaucoup plus compliqué du côté syrien de dénombrer le nombre de vies perdues. Mais en tout cas, voilà, on est confronté à une situation cataclysmique. Vraiment, c'était une situation de fin du monde avec des températures ambiantes qui avoisinaient les moins 20 degrés en soirée, des personnes qui chauffaient en brûlant du bois et du charbon pour essayer de survivre à la nuit en attendant que les corps sortent des ruines des bâtiments. Il y a quoi, une forme d'abattement de la population, de résilience, encore sous le choc? Je pense qu'ils sont encore sous le choc. À date, ils commencent à avoir quelques frémissements de contestation parce que historiquement, il y avait beaucoup de lois qui avaient permis la construction de nombreux bâtiments. Il y avait des promesses qui ont été faites également, notamment après les années de croissance importante du pays là où ça s'est concrétisé avec des constructions immenses dans des terrains à risque finalement. Mais à ce stade, ils sont beaucoup dans les mois, ils sont beaucoup aussi, il y a beaucoup de corps qui n'ont pas été ressortis, donc beaucoup de personnes dans l'attente. À voir comment cela va se transformer d'un point de vue social, sachant que tout grand événement de ce type-là, on a connu ça au Mexique ou autre, engendre des grandes mutations de la société tout de suite après un très grand choc. Ouais, on a encore vu aussi des petits miracles avec des personnes sorties de plus de 13 jours. Oui, c'est des événements absolument incroyables. C'est absolument incroyable. Après, il y a des équipes, puisque c'est un pays qui a connu beaucoup de tremblements de terre, qui sont très expérimentés là-dessus. Mais effectivement, voir des enfants ou des adultes sortir au bout de 13-14 jours sans se nourrir, en buvant un tout petit peu, c'est assez miraculeux. Voilà, dans ce désastre, il y a effectivement
effectivement des petits moments d'humanité, d'espoir et de miracle qui existent encore. Et là où vous étiez, les gens partent, les survivants sont relogés dans les familles. Comment ça se passe concrètement? Il y a deux phénomènes. Tout d'abord, il y a une organisation qui est faite dans les villes un peu plus tranquilles, ou notamment les villes de la côte où il y a beaucoup d'hôtels qui accueillent de nombreuses personnes, de nombreuses familles. Les villes commencent à se vider. Ensuite, il y a d'autres personnes qui cherchent également à partir un peu plus loin, qui également à quitter le pays, avec notamment l'Allemagne qui fait des propositions de visa pour accueillir certaines personnes. Il faut se dire que on est dans des villes où il n'y a absolument plus aucune infrastructure, il n'y a même plus de boulangerie, il n'y a plus aucun réseau de communication, aucun système monétaire qui fonctionne, évidemment. On est uniquement dans de l'aide, dans la distribution d'aide et dans du troc un peu, pour essayer de s'en sortir. Il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits, notamment de vêtements, etc., qui ont été collectés, en particulier en France, encore une fois. Mais on voit qu'aujourd'hui, ils ont un peu dépassé ça, où ils sont plus dans une étape de reconstruction, ils ont plus besoin de dons financiers qu'autre chose. Ouais, il va falloir tout reconstruire de A à Z et ça va prendre plus beaucoup de 10 villes rasées, entre 100 000 et 1 million d'habitants, c'est assez... et surtout un territoire aussi large que la Belgique, c'est phénoménal. Et quel impact sur le pouvoir? Ce qui s'est passé, est-ce que ça a un impact négatif, est-ce que c'est mesurable déjà? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que à date, ce serait trop s'aventurer de dire que c'est mesurable, sachant que le pouvoir en place s'en sort plutôt bien après chaque crise. On verra ce que ça va donner. Eux étaient arrivés au pouvoir après le tremblement de terre de 99 à Izmir, avec notamment une contestation de la non-présence de l'État. Effectivement, il y a eu 2-3 jours de flottement où il y a plusieurs villes où il n'y avait aucune aide qui a été rendue. Donc maintenant, à voir si le peuple turc veut un autre chemin pour les prochaines années, sachant qu'on est dans le centenaire de la République de Turquie. Aujourd'hui, on ne sait pas comment politiquement ça va se mettre en place. Il y a des élections qui étaient prévues, mais ils sont déjà en train de discuter pour les repousser, peut-être éviter un fiasco pour le pouvoir en place. Oui, ça veut dire quand même que nous, Français, on est présents sur place, on a envoyé le matériel nécessaire, des hommes et des femmes pour pouvoir justement aider les populations. Ouais, vraiment, les Français ont répondu présent, sachant que c'est des territoires où il y avait un grand lien historique aussi avec la France au moment du protectorat après la Première Guerre mondiale. Voilà, je souligne par exemple l'UNICEF qui cherche aussi des dons parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent sans parents. C'est vraiment des drames humains et on est là effectivement à observer ça avec beaucoup de... Le pays s'est déplacé de 9 mètres, je crois. 9 mètres, incroyable. C'est un truc ouf, quoi. Et c'est visible à l'œil nu. Ouais, enfin, j'ai vu la faille déjà. C'est l'équivalent de cette faille en fait. C'est ça. C'est incroyable. Ouais. Voilà, le coup de cœur, en tous les cas, la solidarité qui s'organise sur toute une partie du pays en Turquie, donc qui est à reconstruire. On y reviendra. Merci beaucoup, Ergun. Alors, sans transition aucune sur vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité, Clément, on revient sur la Convention citoyenne sur la fin de vie, et qui a rendu donc ses conclusions et qui mérite un éclaircissement. Exactement. Alors, c'est pas les conclusions définitives, excusez-moi, on va repartir. Ce ne sont pas les conclusions définitives, ce sont les premiers votes après les échanges qui, vous le savez, ont commencé en décembre dernier. C'était organisé par le CESE, donc le Conseil économique, social et économique. Et donc sur 168 Français, ils ont voté sur un ensemble de sujets. Par exemple, le fait qu'il y ait des soins palliatifs sur l'ensemble des départements de la France. Ils sont majoritairement pour parce qu'il manque encore dans 26 départements des soins palliatifs. Le gros du sujet, c'est en effet la fin de vie, puisque aujourd'hui, il y a 3 lois majeures qui éclairent ce sujet-là. Celle de 1999, qui garantit le droit d'accès à tous au soulagement de la douleur. La loi Kouchner de 2002, et puis surtout, la loi de 2005, la loi dite Leonetti, qui dit qu'on doit introduire l'interdiction à l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que on peut dire je ne veux plus de médicaments parce que ça paraît déraisonnable. Cependant, tout cela pèse sur les patients et parce que l'équipe de soins est maître dans la manœuvre. Aujourd'hui, ce que la Convention citoyenne souhaite, c'est qu'on puisse introduire deux éléments, soit l'euthanasie assistée, donc c'est par le corps médical, ou le suicide assisté, qui est en revanche là une décision qui est faite par le patient et mise en œuvre par le patient avec l'aide des médecins, mais ça ne pèse pas sur le corps médical. C'est pour ça que il y a 75% des personnes de cette convention citoyenne qui ont donné un accord pour le suicide assisté, 66 pour l'euthanasie médicale. Cependant, il y a un grand enjeu, c'est que bien que l'opinion publique semble plus favorable sur ces enjeux-là, le corps médical dit qu'il y a un risque pour eux, et on le comprend complètement, parce que c'est une position médicale, et ce qu'il dit,
disent dans un article du Figaro de Agnès Leclerc, c'est que 13 organisations qui représentent 800 000 professionnels, eh bien, on dit que cette pratique était incompatible avec le métier de soins et que on veut finalement leur donner le rôle de bourreau dans cette situation. C'est pour ça qu'ils ont demandé à rencontrer le président de la République, qui reste extrêmement préoccupé sur le sujet. Il a rencontré notamment le pape François il y a quelques mois. Il a évoqué ce sujet-là. Et puis il continue à concerter un ensemble de professionnels et de scientifiques pour arriver à un projet de loi qui devrait être là au printemps ou à l'été et qui va donner lieu à un débat à l'Assemblée et au Sénat. On peut espérer deux choses. La première, c'est que comment on traite nos aînés montre beaucoup de ce qu'est notre société. Et puis, lorsqu'on voit les débats qu'il y a eu sur la réforme des retraites, on peut avoir peur d'avoir un débat tout aussi houleux qui pourrait choquer et heurter un certain nombre de personnes qui sont concernées. On espère qu'on pourra avoir un débat apaisé, mais rien n'est moins sûr. Oui, ça c'est la vraie question d'ailleurs qui va s'ouvrir après cette convention citoyenne. On le rappelle, donc à 75% des votants, on est très précis là-dessus, qui se déclarent favorables à l'ouverture d'une aide active à mourir. Cette convention citoyenne qui n'est pas terminée. On va y revenir dans un instant. On va s'arrêter quelques secondes là sur Sud Radio, puis on va continuer d'en parler, savoir un tout petit peu quels étaient les points de vue des uns et des autres. Et vous nous appelez aussi si vous le souhaitez au 0826 300 300 et vous réagissez sur les réseaux sociaux. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Régis de Castelnau, Clément Tougeron, Ergun Topaslan et Jérôme Ripoul. Alors, on était à discuter de cette convention citoyenne qui a rendu ses premiers arbitrages, ses premiers votes autour de l'aide active à mourir. Clément, on en parlait il y a un instant. Je voulais faire un tout petit peu le tour de la table. Régis, est-ce que cette convention citoyenne qui rend ses premiers arbitrages sur cette aide active, qui correspond finalement à une attente des sondages que démontrent en tous les cas les sondages dans la société. C'est pas vraiment une surprise non plus. Je suis très réticent sur la façon dont ça se passe. On a une convention citoyenne avec 160 personnes, et donc on annonce des pourcentages d'opinion, etc. sur une question terriblement délicate. Si vous voulez, on a un parlement, on a un mode d'élaboration. Alors, il n'est pas à donner un exemple en ce moment. Non, peut-être que des sujets comme celui-là vont les faire revenir. C'est un sujet extrêmement délicat et j'aime pas trop la façon dont ça se passe, le côté médiatique, ces pourcentages. Alors, je voudrais dire deux choses. La première chose, et c'est un juriste qui parle, tout n'est pas réductible au droit, et en particulier cette question-là de la fin de vie, parce qu'il s'agit de ça. Alors, le vouloir absolument légiférer, organiser, etc., c'est quelque part faire rentrer l'État dans des formes d'intimité, intimité des familles, intimité des médecins, et je comprends la réticence des médecins. Pourquoi est-ce qu'ils sont réticents ? Moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs occurrences, je ne vais pas donner de détails, j'ai eu plusieurs occurrences, et à chaque fois, les médecins ont été formidables. Mais aujourd'hui, il s'est trouvé des procureurs pour poursuivre, il s'est trouvé pour effectivement faire jouer les aspects juridiques. Alors, je crois qu'il y a une première donnée très très importante, c'est la question des soins palliatifs et le rapport de notre société à la douleur. Ça a beaucoup progressé, mais pendant longtemps, on considérait qu'il fallait souffrir. Les femmes en savent quelque chose, donc y compris quand la péridurale est arrivée, je parle des accouchements, on trouvait que c'était pas tellement normal de ne pas laisser faire la nature. Donc, il y a la question des moyens pour les soins palliatifs. La deuxième, c'est que je pense que c'est pas une fascination, mais le suicide assisté, l'euthanasie, il y a des gens qui ont fait l'expérience. Les Suédois disent attention, on a eu tort. Ce qui se passe en Belgique, où vous avez des adolescents, où j'ai vu une youtubeuse qui a dit à la fin de ce trimestre, je me suiciderai
parce que je suis binaire ou je ne sais pas quoi, et que j'ai un mal-être. Donc je dis qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on avance vers ces terrains. Oui, alors en sachant que sur l'histoire de la YouTubeuse, je suis d'accord avec vous Régis, mais les médecins en Belgique disaient que ça ne se passait pas comme ça, c'est pas parce qu'on frappe à la porte et que les choses se font obligatoirement de ce côté-là. La Convention s'est aussi prononcée pour l'ouverture du suicide assisté aux mineurs. Est-ce que vous pensez sincèrement que la France est prête à cette question? Vous en parliez Régis sur l'histoire de cette jeune... Moi je suis pas prêt. Hein. Petite précision, ce ne sont pas des... Vous l'avez dit tout à l'heure, on va pas toquer à la porte d'un hôpital pour dire voilà, je veux me suicider, aidez-moi à le faire. C'est dans des situations extrêmement précises et c'est dans des situations où ce sont des gens qui ont des maladies qui sont parfois incurables, dont on connaît l'issue, qu'ils souffrent extrêmement parce que même avec des soins, ils sont dans des situations de souffrance. Et donc, il faut quand même ramener ce débat. Il y a des enfants qui ont 14-15 ans, qui sont atteints de maladies incurables, qui ont des cancers, des leucémies, et dans lesquels eh bien, ils sont dans des difficultés atroces. Donc, voilà, il ne faut pas non plus juste se dire oui, ce sont des facéties, ce sont des sujets commodes, et donc allons-y, c'est la porte ouverte. Oui, mais alors Jérôme et Argoun ensuite. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des sujets faciles, et je pense que ce ne sont pas des sujets à faire traiter par tous les citoyens. Moi, si franchement j'avais été... Là, vous remettez en question l'histoire de la Convention citoyenne. Je remets exactement la Convention citoyenne. Je pense que même cause, mêmes effets, avec des sujets qui sont ultra sensibles. La Convention citoyenne sur le climat, il faut le dire, ça a été un échec. Donc là, on a un bis repetita. Alors certes, c'est organisé au CESE, tant mieux, c'est peut-être mieux cadré. Mais on aboutit à quoi? Et Régis le disait, 180 citoyens, au final, il y en a 167 qui votent, et c'est une république sondagère. C'est 80%, 66%. Je ne me sens pas représenté par ces personnes. Ouais. Et je considère que si je délègue le pouvoir au Parlement, c'est pour que des sujets comme ça, qui sont ultra sensibles, soient traités par des gens qui connaissent la loi et qui vont se renseigner avec des professionnels de la médecine, etc. Et des associations, etc. Donc moi, je suis absolument contre ce... Déjà sur le procédé. Sur le procédé. Alors, sachant que ce qu'ils expliquent, c'est il y a encore 3 semaines de travail. Les conclusions définitives seront rendues en mars. Là, mais bon, là, on est déjà sur le... de suite, on est dans le médiatique. Quoi. Non, sur le procédé, je pense que c'est important et les Français demandent à ce qu'il y ait des nouveaux mécanismes de réflexion sur la prise de décision politique. Parce qu'à un moment donné aussi, il y avait cette demande, il y a 3-4 ans, de pas uniquement donner un droit à des élus pendant 4 ans de décider de ce qu'ils voulaient. Donc il y a un travail démocratique aussi à faire et je pense que c'est dans l'intérêt aussi de notre pays où on voit de l'abstention immense à chaque élection, de pouvoir montrer qu'il y a d'autres sphères d'expression possibles et d'autres consultations qui se font. Sur le fond, il faut pas perdre de vue aussi que notre société a une demande de progrès social sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui partent en Belgique ou en Suisse. On peut se cacher pendant très longtemps de cette réalité-là, mais à un moment donné, notre pays, le pays des droits de l'homme, doit pouvoir réfléchir, légiférer sur ce sujet-là. Donc, nous, on a soutenu pendant très longtemps des avancées sociales importantes sur cela. Évidemment, tout cela est bien cadré, mais il y a un énorme travail pédagogique, de réflexion et aussi d'adaptation à faire, parce qu'on peut pas avoir le même système en Suisse qu'en France ou qu'en Belgique. Mais il faut qu'on ouvre ce chemin-là. Aujourd'hui, en 2023, on peut plus se permettre de dire à nos concitoyens qui sont très mal, vous devez aller en Suisse. Mais c'est oublié qu'il y a le dialogue dans le huis clos entre le professionnel, les professionnels de la médecine et les patients, et ça existe. Et aujourd'hui, il y a plein de cas qui se traitent sans qu'on en parle sur la place publique. Bien entendu, il y a des cas médiatiques. Mais tout à l'heure, on revient. L'Assemblée nationale et le Sénat vont trancher. Il a les citoyens qui se sont la balle réunis. sera dans le camp du Parlement. Voilà, la du balle gouvernement et du Parlement. Et je trouve ça extrêmement intéressant que on puisse avoir un avis. Et puis après, c'est un autre éclairage parce que les parlementaires vont enrichir encore plus ce travail et aboutir à une situation. On disait tout à l'heure qu'on ne peut pas toujours passer sur la loi. En effet, mais il faut aussi un cadre à la fois pour les citoyens et pour les professionnels de santé, pour aussi leur donner des sécurités juridiques, etc., etc. Allez, on continue. On reviendra évidemment sur ce sujet puisqu'il y aura les conclusions définitives et ça sera dans l'actualité. On continue notre tour de table avec vous 4. Régis, vous étiez contre Monsieur Darmanin et sa proposition du week-end. Alors, parce qu'il y en a une par week-end. J'avais un coup de gueule. Et puis c'était un des thèmes de notre débat de ce matin. Donc, on va ouvrir comme moi, c'est pas grave. C'est pas grave, Régis. Voilà, exactement. Bon, alors, il y a l'affaire Palmade. On a eu un débat ici.
Ouais. On a eu un débat ici assez vif d'ailleurs concernant la façon dont cette affaire a été appréhendée par la société française, avec tous les excès, mais en même temps avec ce que ça racontait. Moi, je dis toujours, et Éric Revel était fâché parce que j'avais dit c'est un fait divers, mais c'était pas dans ma bouche histoire de dire ces chiens écrasés, pas du tout. Le fait divers, c'est très important dans une société. La littérature en est pleine, mais ça raconte sur une société. Ouais. Et dans le dernier Avatar d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, j'entends Monsieur Darmanin naturellement, qui vient nous dire on va changer la loi, un fait divers, une loi, on va faire quelque chose de répressif, etc. On va changer les mots, on va parler d'homicide provoqué, alors, et j'insiste là-dessus, que tout ce qui est nécessaire existe dans la réglementation française. Il a dit, on va enlever 12 points. Effectivement, conduite sous l'empire de la drogue, c'est 6 points automatiques, mais, possibilité de retrait du permis par l'autorité administrative le lendemain, par le préfet, procédure devant le juge qui va juger, parce que c'est une sanction qui peut parfaitement annuler le permis. Je suis pour, moi, personnellement. Je suis pour qu'on les annule, avec interdiction de le repasser pendant une période donnée. Il y a tout ce qu'il faut dans le code. Seulement, il faut des moyens. Il faut l'appliquer, et pas dire, regardez comme je suis formidable parce que je suis ministre de l'Intérieur, je prends en charge la sécurité des Français, et je propose un nouveau texte parfaitement démagogique. Utilisons l'arsenal dont nous disposons, utilisons-le efficacement, rapidement, et puis traitons aussi le problème des addictions de drogue, qui dans notre pays, malheureusement, et c'est pas le seul, présente un problème. Il y a les addictions de drogue et il y a aussi la façon dont on utilise nos voitures. Oui, moi je voulais réagir, je peux être d'accord avec Régis, et je rajouterai une chose. Non mais il a raison, Darmanin, il est dans son rôle quand même. Non, il a pas raison. Il aurait rien fait, vous l'aurez reproché. Non, mais il a pas. Non, mais Darmanin, je vous provoque. Les uns les autres. Régis, il a raison quand même, le ministre de l'Intérieur, de dire qu'il faut sévir. Je fais comme une fois. Mais non, c'est le. Oui, mais il envoie un signal aussi. Ça veut dire que s'il y a tout dans l'arsenal et que c'est pas appliqué ou que c'est mal appliqué, non, mais c'est qu'il y a un trou dans la raquette. Il répond aux médiatiques. C'est pas un ministre qui a un programme et qui déploie un programme. Moi, j'ai écouté les familles de victimes, notamment de Yannick Aleno, qui a perdu son fils, on le sait, dans les conditions, et qui disent il est temps de sévir avec ces gens qui prennent le volant avec de l'alcool. Non, mais il est temps de sévir, voir les deux. Mais que le ministre dise, on va y réfléchir et on va rapidement poser un nouveau cadre, je l'entends. Mais Régis le dit, il y a déjà un cadre qui existe. Le ministre a précisé, sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Savez-vous combien il y a de conducteurs qui se font arrêter pour conduite sous emprise de l'alcool? Alors les derniers chiffres, c'est 2016. Il y en a plus de 100 000 par an. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes conducteur, vous avez 0,3 grammes dans le sang, vous êtes arrêté, enfin pas dans le sang, dans l'air expulsé, pardon, vous êtes arrêté et on vous dit, vous avez 12 points. On a 700 000 conducteurs aujourd'hui qui conduisent sans permis. Donc on en rajoute 100 000 par an. Je veux dire, beaucoup ont perdu leurs points aussi avec des radars automatiques parce que on va. Ça veut dire qu'il faut étudier les choses. Là, il a ouvert la boîte de Pandore. Alors, on va faire tourner. Ergun. Très rapidement, le programme du ministre de l'Intérieur, il est clair. Ça fait partie de ses objectifs de baisse des morts sur la route dans notre pays. Et aujourd'hui, après une année 2021, si je me trompe pas, qui était assez intéressante, on est arrivé en dessous des 3000 morts sur la route, on se retrouve on voit que ça reprend maintenant de façon pas exponentielle, mais en augmentant. Donc aujourd'hui, l'angle mort de ce débat-là, c'est encore une fois, et c'est, je pense, ce qui intéresse le ministre de l'Intérieur, c'est le traitement des addictions à la drogue en particulier dans notre cadre. Maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit de façon un peu plus large, qu'on voit ça de façon un peu plus médicale et qu'on puisse avoir des pendants également qui concernent le code de la route. Donc c'est un peu, je pense, la réflexion qu'il voulait avoir sur le sujet, mais s'attaquer au sujet des accidents de la route, des morts sur la route, c'est effectivement une prérogative importante du ministre de l'Intérieur. Oui, en sachant que lutter contre la consommation de drogue et d'alcool, c'est pas une fois qu'on a pris et consommé qu'il faut gérer le problème, peut-être, non, en amont, Clément?
Il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, il a souhaité qu'on puisse renommer les homicides involontaires en homicides routiers. Et ça, on le comprend complètement parce que pour mais comme dit la Régis, il y a tout dans la loi. Il y a tout dans la loi aujourd'hui. Routier, c'est pour la famille des victimes qui, en tant qu'involontaire, on peut se dire que quand on a beaucoup consommé de drogue et d'alcool, ça n'est plus vraiment involontaire, on a provoqué l'accident. Et donc, on peut entendre ce sentiment. Il y avait déjà eu une proposition de loi qui a été déposée il y a 3 mois ou 4 mois par le groupe Lyotte avec des députés Horizon et Renaissance. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire? C'était déjà une proposition qui était sur la table. Là où il faut souligner, c'est pourquoi le politique, qui est ministre de l'Intérieur, reprend comme ça, à brûle pour point, un sujet où on aurait peut-être pu prendre un petit peu plus le temps de la réflexion, notamment parce que ce qui est avancé, c'est en cas de mort en face, mais s'il n'y a pas de mort, si c'est juste une situation, en effet, comme vous le disiez, on expulse et on est contrôlé positif, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est la situation, quels sont les éléments. Et en effet, il y a énormément de points qui sont dans la loi. Pourquoi ne pas juste les appliquer de manière beaucoup plus ferme et avoir une politique, en revanche, si c'est ce que vous disiez, Ergun, extrêmement précise sur la drogue, comment médicalement on accompagne les personnes qui sont en situation d'addiction, comment on contrôle le réseau, voir le problème de la drogue uniquement par le problème routier. Je crois que c'est réducteur. Là où on a 600 000 personnes qui prennent de la cocaïne tous les jours. On s'arrête une seconde, on revient sur cette question et sur le style Darmanin. Est-ce qu'il fait du Sarkozy, un fait divers, une loi? Finalement, c'est un peu ce qu'il propose avec sa déclaration hier dans le JDD. On s'arrête un court instant, on revient avec vous. Ne bougez pas. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, on continue avec nos débatteurs, Régis de Castelnau, Clément Tougeron, Ergun Topaslan, Jérôme Ripoul. Alors, on parlait de la proposition, enfin, en tous les cas, le souhait de Gérald Darmanin. Petite sous-question, est-ce qu'il imite le style Sarkozy, c'est-à-dire... C'est marrant, c'était exactement ce que je me faisais. Sarkozy, un fait divers, une proposition de loi. Complètement, c'est exactement la réflexion que je faisais. Derrière. C'est vraiment... Alors, je dirais qu'il imite Sarkozy sans quand même en avoir les talents, parce que Sarkozy avait vraiment... Il avait pour lui, hein. Non, mais il avait un vrai calendrier. Sarkozy programmait ses sorties. Darmanin, lui, suit un petit peu le train de l'actualité. Mais est-ce qu'il fait pas de la politique? Et il a raison, finalement, d'occuper le terrain. Il est clair qu'il peut pas passer à côté de ce fait divers, parce que c'est un fait divers qui prend une dimension. Régis avait raison, c'est un fait divers, mais il prend une dimension paroxystique parce que on connaît Palmade. Il y a une famille qui est quasiment décimée, enfin elle a perdu, détruite exactement. Donc ça prend et puis on se dit finalement il y a cette détention provisoire, enfin où on le dit détention provisoire et puis au final il est mis dans un hôpital en soins, etc. Donc tout ça crée un contexte qui fait que le ministre effectivement de l'Intérieur devait réagir. Néanmoins, fallait-il le faire comme il le fait de suite en disant je vais faire ça, ça et ça? Je crois pas. Alors donc oui, c'est le style Sarkozy, mais pas l'original. Ergun et Régis. Régis, attendez, Ergun qui prend la parole. On retient ce qu'on veut entendre en fait. Il travaille aussi sur des dossiers de fond pendant très longtemps. Par exemple, vendredi ou jeudi dernier, il y avait une réunion du Forum de l'Islam de France, donc avec la réorganisation qu'a menée Gérald Darmanin depuis plusieurs mois, qui a eu lieu à l'Élysée. Donc personne n'en parle, mais justement c'est ce qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy, qui a été complètement démantelé. C'est un travail de fond qui s'est fait par la ministre de l'Intérieur. Merci de notre moulin. Non, mais c'est même pas ça. Il avait mis en place le Conseil français du culte musulman et on a vu ce que ça. On a vu que ça marchait pas très bien, donc c'est Sarkozy en version meilleure, on va dire, en tout cas on espère. Et en tout cas, il y a d'autres dossiers de fond aussi, notamment avec le ministre du Travail qui est sur la loi immigration qui va être proposée dans les prochaines semaines, une fois qu'on aura passé le virage des retraites. Voilà, ce virage, et on va y revenir dans un instant. Régis, pour terminer sur le dossier Darmanin. Je pense que, pour moi, alors on me dit, il fait de la politique. C'est une façon de faire de la politique que je n'aime pas du tout, voire que je déteste. La question du mot, il faut que ce soit dire que c'est quand même un homicide. Non et non. Ces principes sont très importants. Un homicide involontaire et un homicide volontaire, ça n'est pas la même chose. Donc on fait du sous-Camus. Il faut mal nommer les choses et ajouter au malheur du monde. Non, je suis tout à fait désolé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut au contraire que l'institution, l'État, soit ferme dans sa façon d'opérer. Pourquoi est-ce qu'il parle de cet homicide routier ou que sais-je, et qui est traité, si vous voulez, de façon très sévère par les tribunaux, parce qu'il y a eu dans la qualification
d'homicide involontaire a exaspéré l'opinion sur les réseaux, etc. Faut pas céder à ça. Moi, je dis qu'il faut pas céder à ça. Deuxièmement, en ce qui concerne les mesures à prendre, je reviens sur la question des moyens. Un fait divers, une loi, c'est parce qu'on ne veut pas mettre d'argent, parce que les budgets sont restreints, les budgets de la justice. C'est pas normal qu'une affaire d'accident, dans combien de temps elle va venir devant le tribunal, cette affaire? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? C'est pas normal. Il faudrait que ce soit traité rapidement. Et que les mesures soient prises concernant les annulations. Alors c'est vrai que ça va remettre des gens sans permis sur les routes. C'est vrai que ça va. Mais ça c'est un vrai fléau. Ça c'est un autre fléau, mais c'est une réalité aussi. C'est que les gens qui ont perdu leur permis. Oui, tout à fait. Et mais qui roulent. Sur la question. Alors bon, privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. Je crois que c'est autour de cette table, je suis le plus âgé. Moi, j'ai connu une époque, au début des années 70, où c'était 12 à 13 000 morts par an. Je me rappelle la pression sur la société. Aujourd'hui, on a baissé. Se pose la question de savoir si, alors les voies de circulation, les voitures sont plus sûres, etc. Je ne sais pas si on n'est pas arrivé à un seuil qu'on aura du mal à faire baisser, ce qui ne doit pas dispenser de mener une lutte féroce contre la délinquance routière. Moi, alors là, j'en suis totalement partisan. Mais je crois qu'il ne faut pas céder à l'émotion, qui vient de se produire et qui est légitime, qui est logique. Et moi, ce qui me choque le plus, finalement, et je vais conclure là-dessus, ce qui me choque le plus, c'est que ce que ça raconte sur les mœurs d'une partie de la France d'en haut, qu'on apprend. Ah oui, tous les amis de Palmade, mais oui, on le savait bien, on se demandait pourquoi il avait toujours son permis. Je veux dire, c'est un phénomène massif dans certaines couches supérieures. Alors pas que dans celle-là, mais en bas c'est le crack, en haut c'est la cocaïne par exemple, et ça me choque. Ça me choque que tout d'un coup, ce révélateur, il y a une hypocrisie extrêmement importante. Allez, de toute façon, le dossier Palmade est loin d'être clos, puisqu'il y a un autre volet qui s'est ouvert avec une perquisition à son domicile parisien hier après-midi pour détention d'images à caractère pédopornographique. Ça, c'est un autre volet. Allez, on le referme ce cas-là. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la droite qui se déchire à la suite donc du débat à l'Assemblée nationale des retraites, et donc sur le cas Aurélien Pradié, Aurélien Pradié qui a donc été destitué de son poste de numéro 2 des LR ce week-end par Éric Ciotti parce qu'il n'était pas, on va dire, dans la lignée des discours et qu'il faisait monter les enchères et qu'on considérait qu'il faisait défaut à la ligne édictée par le président Éric Ciotti. Alors lui, Aurélien Pradié dénonce des négociations d'arrière-cuisine politique. Il n'est pas question pour lui. Donc la question de savoir s'il va quitter les LR, ça c'est un autre sujet. Jérôme, c'était votre coup de cœur pour Aurélien Pradié. Vous l'aimez bien. Peut-être que vous méritez un petit peu de temps. Vous avez. Merci. Allez-y, Jérôme. Non, j'avais le choix entre faire un coup de gueule sur Éric Ciotti et faire un coup de cœur sur Aurélien Pradié. J'ai choisi le coup de cœur. Voilà. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Ouais. Quelle mouche a piqué Éric Ciotti? Il a affirmé son autorité. Il est patron. Mais un peu tard. Alors déjà, il le fait par un communiqué qui part un samedi. On dirait que c'est le pouvoir descendant. Est-ce qu'il a convoqué son bureau? Est-ce que voilà, ça tombe comme ça? Et il le fait au plus. Alors il y a un problème de tempo, il y a un problème de posture. Problème de tempo. Il le fait à un moment où Aurélien Pradié avait réussi à imposer auprès de la majorité ses idées sur les carrières longues. Et donc il obtient gain de cause. Alors est-ce que c'est ça qui a fait péter les plombs à Éric Ciotti? Peut-être. On dit aussi que le fait qu'il ait été applaudi, Aurélien Pradié, dans l'Assemblée... ça, c'est pas passé, paraît-il. Alors donc c'est vrai que ça a couru, voilà. Éric Ciotti aurait été furieux de ça. Et donc problème de tempo. Il le fait au plus mauvais moment parce qu'Aurélien Pradié démontre qu'une opposition radicale peut marquer des points. Et deuxièmement, il a une erreur de posture. Pourquoi les Républicains ont-ils été élus? Mais pas pour faire la courte échelle à Emmanuel Macron, pour s'opposer à lui. Et pourquoi, depuis le début, Éric Ciotti n'a pas dit que la réforme sur les retraites qui était promue par les LR, Renaissance, par Renaissance, était inférieure à tout ce que les Républicains attendaient? Il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il était négocié.
Il a négocié, et avant même que le débat ne s'enclenche, on savait que les Républicains allaient voter la réforme. Donc moi je dis, en termes de posture, Éric Ciotti se plante complètement. Pourquoi ? Parce qu'il a intérêt à avoir un parti dans lequel il y a une forme de dynamique d'opposition à l'égard de Macron, quitte à ce qu'on arrive effectivement à ce qu'ils entendent sur certains sujets, mais pas à donner un blanc-seing dès l'abord. Je veux dire, je comprends pas Éric Ciotti. Donc l'insoumis Aurélien Pradier. Ben, Aurélien Pradier, insoumis, il a compris. Aurélien Pradier, il a été élu et réélu dans le Lot, dans une circonscription extrêmement difficile. Ouais. C'est un garçon qui, franchement, a des qualités. Élu, hein. Il a été très bien élu, et je pense qu'il prend le pouls du terrain. Et je pense qu'Éric Ciotti, qui est élu à Nice, c'est pas tout à fait le même contexte. C'est pas la même. C'est pas les mêmes LR. Alors, on va faire tourner la parole. Plusieurs sujets. D'abord, une élection, c'est une élection. Ils sont tous les deux élus députés. On peut pas dire lui, il a plus de valeur que lui parce que gna gna. Enfin, à Nice, c'est comme ils sont élus députés. On peut pas dire la voix d'un citoyen à Nice vaut plus que en Ariège, mais moins. Non, le député dans son élection vaut mieux parce qu'il était dans une circonscription qui était à la gauche. Et depuis longtemps. Ça n'a rien à voir. J'ai pas parlé de la valeur du député. J'ai parlé de la valeur de l'homme. De la capacité à se faire élire. Ça ne change rien. En revanche, là où je ne peux pas entendre, et en réalité, c'est une conception un petit peu ancienne de la politique qui a montré toutes ses faiblesses pendant la réforme des retraites. On n'est pas élu pour être en opposition tout le temps avec la majorité, ou on doit être dans la majorité et faire tout le temps ce que veut la majorité. Ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui aurait dû aboutir après les élections de 2022, c'est justement aucune majorité absolue, donc du coup d'éco-construction, sauf que personne dans l'hémicycle aujourd'hui n'est capable de le faire, parce que aucun des députés se dit tiens, est-ce que je travaillerai avec mes petits camarades ? Il y a une proposition de loi sur laquelle on le voit, c'est la proposition de loi de Laporte-Vogetta, un député insoumis et un député Renaissance, sur les influenceurs. Mais en revanche, Aurélien Pradier a fait une opposition qui était constructive, parce que en effet, il est allé avec des arguments montrer que lorsqu'on avait 23 ans 43 annuités, qu'on avait commencé avant 21 ans, on avait le droit à notre taux plein. Ça, c'est extrêmement important. Mais en revanche, ça montre que les LR... Donc vous donnez de la moule. Non mais bien sûr, il a eu raison de s'opposer. Je suis d'accord avec vous, mais sur le fond, on peut pas laisser dire on est soit d'opposition, soit on est de majorité. Mais attendez, Clément. Donc Ciotti fait une erreur il fait en effet une erreur, et on le voit sur 3 éléments. Moi, j'ai travaillé avec Nathalie Kosciusko-Morizet pendant 3 ans. Elle avait été écartée alors qu'elle était à un poste similaire d'Aurélien Pradier. Les numéros 2 chez les LR ne fonctionnent pas réellement avec le président, parce qu'il y a une conception. Et je reviens à mon point, qui est que on a une conception quand même assez ancienne de la politique, qui est il y a un patron, il y a des lieutenants, on exécute ce que je veux, là où un dialogue serait préférable, et je crois que les Français attendent des dialogues dans la politique, là où on se dit de plus en plus ça doit être descendant, et ça vous l'avez souligné. Ergun et puis Régis après. Moi, je trouve qu'après les élections législatives et l'Assemblée nationale qu'on avait, on avait un espoir, notamment que ce soit le retour des idées, et plutôt que de voir les débats qu'on a vus ces derniers jours, qu'on ait plutôt de débats sur le fond, sur les idées. Le problème, c'est que M. Pradier manque de constance. Pendant très longtemps, lui, il a été pour l'allongement de l'âge de départ à la retraite, et aujourd'hui, à travers une position qui était plutôt pas négligeable au début, c'est-à-dire qu'il avait un sujet sur les carrières longues, il voulait l'amener, le porter, etc. Mais l'organisation de sa famille politique a fait en sorte qu'aujourd'hui, il fait plus office de frondeur qu'autre chose. Et malheureusement, je pense dans sa défaveur, il a pas su exploiter, on va dire, une constance politique qui aurait été importante, parce qu'aujourd'hui... Mais il aurait dû faire quoi à un moment donné, une fois qu'il a obtenu gain de cause? C'était de dire le gouvernement... Aujourd'hui, vote le texte tel quel. En fait, ces prises de position, ces prises de parole ont eu lieu après que les discussions avaient commencé entre Elisabeth Borne et Éric Ciotti. C'est ça le premier sujet. Je pense qu'il y a un sujet d'ordre interne. La droite... Mais Éric Ciotti a négocié trop tôt. C'est leur problème, en fait. Non mais attendez, on va pas s'organiser. Ergun, il y a eu un congrès quand même. Non mais il s'est présenté, il a géré en chef de parti, alors qu'il est député. Et je suis désolé, là, il a joué dans l'ancien monde. C'est-à-dire que ça se joue à l'Assemblée nationale. Et c'est pas entre partis. Il est dans le groupe DLR quand même. Oui, il a été pendant très longtemps sur une réforme de ce type-là. Aujourd'hui, la conteste, et on voit que ça lui crée un espace politique. On peut pas lui reprocher de le faire, mais bon, ça manque de constance tout ça. Exactement. Régis, je viens vers vous dans une poignée de secondes. On s'arrête un court instant et on revient avec vous sur le cas Aurélien Pradier, sa relation avec Éric Ciotti et sa place au sein
sein des Républicains. Est-ce que la droite, elle aussi, se retrouve dans une position délicate avec cette réforme des retraites? C'est à suivre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Régis de Castelnau, Clément Tougeron, Ergun Topaslan et Jérôme Ripoul. Alors, c'est notre dernière ligne droite, 10 minutes à passer encore ensemble. Et on revient donc sur le cas Aurélien Pradier. Régis, on voulait vous entendre. Est-ce que la droite se déchire pour les bonnes raisons autour de cet article concernant les carrières longues et on va dire la prise de position de Pradier pendant les 15 jours à l'Assemblée? Je crois que ça reflète une vraie crise de la représentation. Je vais m'expliquer là-dessus. D'abord, je voudrais dire un petit mot sur Aurélien Pradier. Je l'ai connu il y a fort longtemps. À l'époque, il y avait le cursus sonorum, c'est-à-dire que il fallait d'abord commencer par une élection cantonale. Et il parcourait son département en mobilette. Je me rappelle, il m'avait décrit ça. Et il était vraiment très sympathique. C'était effectivement un bosseur et c'est vrai, dans l'empire des radicaux de gauche, il avait réussi à s'implanter. Alors, je crois que le problème auquel on est confronté, c'est-à-dire que j'entendais autour de cette table que certains voulaient que l'un comme l'autre se comporte en député, et d'autres qui disaient oui, mais attendez, il y a un patron qui s'appelle Ciotti. Je crois que c'est la difficulté pour cette Assemblée nationale de redécouvrir le parlementarisme. Il n'y a pas de majorité, il y a des oppositions au pluriel. Est-ce qu'il peut y avoir des majorités de circonstances, etc. La Ve République, qui a eu un gouvernement renversé en 1962, celui de Georges Pompidou, et c'est tout. Et on avait l'habitude d'une chambre un peu d'enregistrement. Bon, aujourd'hui, il faut dans cette situation trouver des accommodements. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut essayer de faire vivre ce parlementarisme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si quelqu'un s'est manifesté pour effectivement essayer de construire des majorités d'idées, de l'autre côté, le pauvre Éric Ciotti, qui dirige un parti qui est en crise quand même, qui est peu nombreux en termes de représentation nationale, il a été contraint, c'est son avis, contraint de prendre une décision autoritaire. Ce sont vraiment deux sphères d'intervention différentes. Il y a le Parlement et puis il y a le parti. Et Ciotti a privilégié son autorité sur le parti, qui ne doit pas être aussi facile que ça à assumer dans le quotidien. Allez, on continue parce qu'on va rester sur les partis, en tous les cas sur les assemblages de partis. On va parler de la NUPES. Après ces 15 jours de débat, on en parlait à l'instant à l'Assemblée nationale. Et notamment, on voulait revenir avec vous sur le tacle du leader de la CGT à Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Claude Martinez qui dit que effectivement la figure de LFI n'a pas permis, grâce à effectivement ces prises de parole, à favoriser la clarté des débats sur les retraites à l'Assemblée nationale. C'est un tacle assez dur. De son côté, Emmanuel Bompard ce matin dit que grâce à cette mobilisation de la NUPES à l'Assemblée nationale, ça a aidé à la mobilisation sociale. Qui dit vrai? Comment vous analysez tout ça? Jérôme, il faut peut-être rappeler rapidement le contexte. Les syndicats avaient appelé à ce que l'Assemblée puisse travailler sur l'article 7, qui était l'âge de départ à la retraite. Donc c'était une demande de tous les syndicats qui, compte tenu du temps réduit pour la discussion du texte, avaient demandé à ce qu'on arrive à cet article 7. Visiblement, LFI n'a pas choisi cette solution et au contraire a fait traîner les débats pour ne pas évoquer cet article 7. Donc d'où le tacle de Philippe Martinez à l'égard c'était pour rappeler l'historique, qui me semble donc justifié puisque c'était une demande qui avait été exprimée clairement. Sauf que la NUPES, à l'intérieur de la NUPES, tout le monde n'était pas d'accord avec cette prise de position qui a été faite et qui n'a pas permis effectivement d'aller jusqu'à l'article 7 vendredi. Ce tacle de Martinez est complètement compréhensible, là où on voit que deux communications ont été mises en place sur cette réforme des retraites, d'un point de vue d'opposition de gauche. Là, les syndicats, avec Berger Martinez, qui a très bien fonctionné. On l'a vu avec des grandes mobilisations, des marqueurs qui ont réussi à montrer que les arguments du gouvernement n'étaient pas forcément pertinents sur les 1 200 € par mois, sur les carrières longues, sur le fait que cette réforme soit
indispensable. On a beaucoup entendu les syndicats dire non, on peut amener d'autres choses. Là où la communication de LFI a été complètement brouillée, avec une position qui était incompréhensible à l'Assemblée nationale. On a eu des milliers d'amendements qui ont été déposés, qui n'ont en effet, comme vous l'avez dit, pas réussi d'arriver à l'article 13, et en revanche, des centaines de rappels au règlement sur des faits divers et variés dans l'hémicycle, et on les voit partir en chantant on est là, même si Macron ne le veut pas, on est là. L'image qu'ils ont renvoyée était extrêmement puérile, là où on aurait pu attendre des députés une position beaucoup plus constructive pour avancer des arguments, ce que eux, les syndicats ont fait, et ils ont gagné sur la ligne. Oui, Régis. Mais je pense que c'est un problème de leadership du mouvement. Il y a incontestablement un mouvement important. Tous les sondages démontrent. Il y a une opposition assez massive, et en tout cas probablement majoritaire, dans ce pays, à cette réforme des retraites. Et fort normalement, les syndicats qui sont en particulier la CGT en difficulté, avaient une opportunité, en prenant la tête de ce mouvement, ou en tout cas en l'animant, de se refaire un peu. N'oublions pas que Martinez a un congrès bientôt. Il va passer la main. Il s'en va, mais sa candidate pour lui succéder n'est pas garantie. Donc il y a besoin d'exister fortement. Berger fait un parcours sans faute. Incontestablement. Donc, c'est clair. En tous les cas, ils font partie des personnalités. Ils font partie. Jean-Luc Mélenchon. Allez-y, Régis, pardonnez-moi. Jean-Luc Mélenchon, lui, il considère qu'il est l'incarnation aujourd'hui, le leader de la gauche dans son ensemble, et il veut être le moteur de ce mouvement. Donc, c'est vraiment cet affrontement-là qu'on voit. Est-ce que c'est un combat syndical qui doit être dirigé par les syndicats, ou est-ce que c'est un combat directement politique qui doit être animé et dirigé par Monsieur Mélenchon? Je crois que le problème, il se pose de cette façon-là. Alors, je suis incapable de savoir qui va l'emporter. Alors, dans les personnalités qui représentent le mieux, selon un sondage IFOP pour le JDD ce week-end, sur les personnalités qui opposent à la réforme des retraites, arrive en tête Marine Le Pen. En deuxième position, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais les deux personnes qui arrivent derrière, c'est donc Philippe Martinez et Laurent Berger. Tout ça loin devant Éric Ciotti, voire Olivier Faure et François Ruffin, qui est en cinquième position. Ergun. Je pense que la maladie de la gauche est beaucoup plus profonde. Gauche. Alors, il y a aussi une petite déclaration, ce que me fait remarquer Juliette, c'est que Sandrine Rousseau appelle à une NUPES ce matin plus claire et démocratique. Donc le mal est plus profond. Enfin, dans tous les cas, le mal est beaucoup plus profond. Le lien avec les organisations syndicales est beaucoup plus endommagé qu'on peut l'imaginer. Il y a la CFDT sur l'article 2 qui avait négocié avec le ministère du Travail beaucoup d'avancées, notamment sur les index des seniors dans l'entreprise. L'opposition politique qui avait à l'Assemblée nationale fait en sorte on n'a pas pu avoir de débat là-dessus, ça a été oublié. Et donc aujourd'hui, on voit ils ont voté contre. Justement. On n'a pas pu avancer sur une avancée qu'avait réussi à négocier la CFDT. Donc aujourd'hui, on voit que le lien entre organisations syndicales et politique à gauche est complètement délié. Ça m'étonne pas que Marine Le Pen soit considérée comme la première figure de cette opposition-là. Et ils sont en train de faire n'importe quoi. Tous les partis de gauche aujourd'hui, on comprend pas trop ce qui les lie encore au sein de la NUPES. On a vu le congrès du PS qui a créé pas mal de problèmes là-dessus. Les Verts, on n'arrive pas trop à les situer. Oui, enfin, ils ne font que dire. Pour l'instant, elle tient. Justement, elle tient de façade, mais je pense que ça va très mal finir cette histoire, et le lien avec les organisations syndicales est de plus en plus endommagé. Et je pense qu'il est beaucoup plus haut du côté du RN que la s'il gauche. est endommagé, c'est à cause du pouvoir. Non, c'est les syndicats qui ont décidé de s'allier avec eux. Non. La CFDT avait raison là-dessus. Il y a eu un front uni des syndicats à l'égard de la réforme des retraites, c'est parce qu'Emmanuel Macron, il faut le dire, n'a pas voulu négocier avec les syndicats depuis qu'il était élu en des seniors, par exemple. Mais attendez, depuis 2017, il a mis Martinez de côté, il a mis Laurent Berger de côté. Je veux dire, quand on voit comment les présidents de la République antérieurement négocier avec les syndicats, même directement avec leur patron. Bon, là, je trouve que... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur l'accord de répartition de la richesse dans les entreprises, il y a eu un accord des partenaires sociaux, et j'entendais Jean-François Roux-Belzieu, qui est ambitieux et qui disait surtout au gouvernement, ne touchez à rien, prenez le truc tel quel, parce qu'on a réussi à se mettre d'accord. Ce que vous disiez, Christine, vous aviez tout à fait raison. Marine Le Pen, en revanche, elle sort extrêmement grandie
de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale parce qu'elle a eu une position avec ses députés de retrait et d'échange sur le sujet. Alors malheureusement, ces idées, moi je ne les partage pas du tout, et donc voilà. Mais c'est un parlementarisme qui correspond aux attentes. Là où en face, on a des députés, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le dernier tweet, vous citiez Sandrine Rousseau, qui prend une vidéo des députés Renaissance, Horizon, LR et RN qui changent la Marseillaise dans l'Assemblée nationale et a dit voilà, on voit poindre le fascisme. On peut se poser des questions sur les positions systématiques de la gauche qui renforcent automatiquement la position très raisonnable et raisonnée du RN et qui font passer en arrière-plan, alors c'est une position très personnelle, les idées du RN qu'il faut combattre, là où sur la position ils ont été nickel, et c'est les seuls des LR jusqu'au LFI, parce que même chez Renaissance, même chez les LR, il y a eu des phrases qui parfois étaient un petit peu compliquées. Voilà, donc de toute façon le texte part au Sénat la semaine prochaine et ensuite elle sera entre les mains de 14 parlementaires. La commission mixte paritaire. Cette fameuse commission mixte paritaire, avec des débats qui sont loin de tout micro et caméra, cette commission mixte paritaire. On verra le document qui sortira derrière tout ça. Régis, merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Oui, bonne journée à vous. Merci beaucoup à tous les quatre, Clément Tougeron, Ergun Topaslan et Jérôme Ripoul. On a réussi presque à se mettre d'accord sur tous les sujets. En tous les cas, on se retrouve demain, dans un instant après les infos. On se retrouve avec Gilles Gansman et nos invités Frédéric Bourali et Christelle Reboul. Vous savez, scène de ménage sur M6, vous connaissez. Voilà, nos chers voisins, vous connaissez. Voilà, c'est des comédiens. Moustache. Exactement. Voilà, on va recevoir José notamment. J'adore. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.